Voilà, alors, pour revenir, donc là on a parlé du sexe et du sexe opposé à la reproduction. Donc on a bien vu effectivement que, en ce qui concerne en tout cas le christianisme, l'insistance sur le fait de n'avoir une sexualité que à visée reproductive dénotait bien le fait qu'il y avait cette séparation en sexe et reproduction, mais en même temps à évoquer de façon précise les positions, si j'ose dire, sexuelles qui étaient illicites. On leur donne des images concrètes qui font que ça participe d'une transgression. Je pense que pour jouir, il faut qu'il y ait transgression, que ce soit dans des scénarios, que ce soit dans le fait, encore une fois, de se dénuder et de faire des choses qu'on ne fait pas avec tout le monde, mais il y a nécessairement l'idée de quelque chose de transgressif. Mais alors en plus, quand on insiste pour vous dire que la sodomie, que la fellation, et qu'on vous décrit tout ça sous couvert de vous interdire de les faire, en vous disant il ne faut pas le faire, si je vous dis maintenant, surtout ne vous tournez pas, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous tourner. Et donc ne pas faire, prescrire, c'est une façon effectivement d'inciter les gens à se poser des questions, en tout cas un certain nombre de gens, et pour certaines, évidemment, à passer le pas. Donc, c'est quand même très particulier parce que dans beaucoup de cultures, à partir du moment où on ne fait pas de mal à l'autre, on ne pratique pas l'inceste, on n'abuse pas, on ne tue pas, ce qui se passe dans les couples, leur sexualité, ça les regarde, la société n'a pas à y voir. Chez nous, ça a à y voir. Non seulement la religion chrétienne a décrété qu'effectivement elle devait aller voir, au point qu'il y avait donc, comme vous le savez, des tribunaux de l'impuissance qui constataient, qui demandaient aux gens de faire l'amour publiquement et de vérifier l'érection de l'homme, et si ça n'était pas le cas, et bien entendu souvent c'était pas le cas parce que publiquement c'était pas si simple, même si la transgression peut être intéressante, mais dans le cas où vous avez le juge, le médecin et le prêtre en face de vous, sauf pour certains, ça ne doit pas être si simple que ça. Donc très souvent, effectivement, la femme avait gain de cause. C'est évidemment Dumont qui avait parlé, Pierre Darmon, pas Dumont, Pierre Darmon qui avait évoqué ça dans le tribunal de l'impuissance. Donc c'est intéressant et à un moment donné, on a l'impression que l'institution médicale combinée avec l'émergence de ce qu'on appelle la psy, que ce soit pas seulement la psychiatrie, la psychologie, mais également la psychanalyse, vont se combiner pour devenir une institution qui vont gérer à la fois ce qu'on va dire en psychiatrie le mental, mais en fait la psyché, plus clairement évidemment dans tout ce qui est psychothérapie, donc à l'écart de la pratique médicale, mais qui émerge en même temps dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, en tout cas à la fin du XVIIIe siècle, on a déjà l'apparition des aliénistes et ce qui deviendra les hôpitaux psychiatriques qui sont dans les hospices de toute façon. Hospices qui sont dirigés jusque-là par des religieuses. Il y a des prêtres qui viennent régulièrement, mais c'est vraiment une institution religieuse. Or, à la fin du XVIIIe siècle, quand il y a
les médecins vont enfin s'occuper des corps à la suite de tout le travail qui a été fait par les anatomistes qui se sont plongés dans les problématiques du cadavre pour pouvoir défaire l'anatomie et qui sont des grands professeurs, comme vous le savez, ça se fait dans des amphithéâtres où des personnalités importantes viennent voir, c'est vraiment le spectacle et on voit la dissection en cours se pratiquer, voire parfois des interventions chirurgicales. Les médecins vont rentrer dans ces institutions religieuses et vont se substituer au personnel. Au départ, les religieuses vont rester et vont être les aides des médecins. Puis au fur et à mesure, ça va se séculariser la plupart du temps. Il reste encore des hôpitaux qui sont en partie religieux, mais disons, d'un autre côté, c'est vrai que même l'architecture était une architecture qui était héritée de l'architecture religieuse. Et notamment dans les hôpitaux psychiatriques à Paris, c'est très, très marqué. Et ce qui est marrant, c'est que va se mettre en place ce qu'on appelle les rites d'initiation médicaux, sur lequel, alors, un livre qui m'a énormément plu, c'est le livre d'Emmanuel Godeau qui s'appelle Esprit de corps, sur les rites d'internat des hôpitaux, qui est un livre remarquable, qui est aux éditions du Patrimoine. Et donc, je me souviens, parce que quand on était médecin, même si on ne faisait pas toute cette initiation-là, on y était en partie, on en était en partie témoin. Et donc, on va reprendre effectivement le fait qu'il y a le baptême de l'interne, il y a son enterrement, enfin, il y a tout un tas de choses. Et puis, il y a le fait de transgresser les normes et d'utiliser des termes qui sont quasiment des termes religieux. Voilà, je vais reprendre ça. Je voulais juste terminer et revenir sur un point que je n'ai pas dit. Je crois, j'ai l'impression que je n'ai pas dit. Donc, c'était par rapport à cette histoire de reproduction. Hein. Là, je vais revenir par le biais, effectivement, du côté sacré à l'institution médicale. Mais pour clore un peu sur cette histoire de reproduction versus sexe, avec cette idée que certaines sociétés seraient plus reproduction et que d'autres, les plus évoluées, seraient plus sexe, il y a justement cette opposition qui va être marquée et qui donc, dans les œuvres de fiction, et notamment de science-fiction, mais pas que, si on avait le temps, je citerais un film en particulier très important, mais ça arrive souvent, cette idée que dans les sociétés traditionnellement étudiées par les ethnologues, en tout cas chez les Aranda tels que nous en avons la documentation et dans d'autres cultures à l'heure actuelle encore, il y a cette crainte que parce que la mère a une relation physique fusionnelle avec son enfant, qu'elle l'a englobé dans son corps, l'enfant risque de rester aliéné à sa mère. Et que du coup, il va interposer, comme ce que j'ai décrit dans l'initiation masculine Aranda, on va interposer des médiateurs entre mère et enfant à un certain âge, de façon à effectivement éviter la possibilité que l'enfant reste aliéné, et on va favoriser le fait qu'il acquiert une agentivité et que c'est beaucoup plus souligné du côté du garçon, dans la mesure où, pour la fille pourra prendre la place de sa mère. Jamais le garçon pourra prendre la place de sa mère, puisqu'il n'accouchera jamais d'un autre lui-même, tandis que la fille pourra assumer cette fonction maternelle qui est très valorisée dans un ensemble de cultures. On constate que chez nous, comme Papa Freud soulignait que vraiment la majorité des névroses étaient probablement liées à la crainte d'avoir des enfants non désirés, l'enfant va être vu comme particulièrement aliénant pour le couple, éventuellement en général, parce que c'est chronophage, ça demande beaucoup d'argent, etc., mais surtout pour la mère, dans la mesure où il est, comme je l'ai explicité tout à l'heure, il va être représenté comme un parasite prenant possession du corps maternel. Et ça, c'est quelque chose qu'en médecine, on a beaucoup en tête. C'est-à-dire que le mystère de l'incarnation en médecine,
comme je le disais, en fait, la médecine semble avoir pris des fonctions qui étaient conférées autrefois à l'institution religieuse, la médecine va essayer de comprendre comment il se fait qu'un enfant qui est un parfait alien pour le corps de sa mère, c'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité immunologique entre la mère et l'enfant, et pourtant, quand il y a un placenta, ça fonctionne. Alors, il y a certaines hypothèses, on pense que justement sur le placenta, il y a des éléments du père qui sont présents, mais ce n'est pas prouvé tellement sur certains primates, on a pu le montrer dans certaines villosités. Mais en tout cas, ça a mis au travail des gens, puisque une fois que le placenta est expulsé, eh bien, si on greffe une partie du tissu de l'enfant à la mère, elle va le rejeter. Donc il y a une incompatibilité, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau du placenta. Alors, je fais une incise, hein, c'est souvent mon cas. Sachez que la plupart des gens ne savent pas. D'abord, les garçons ne savent pas comment on fait des enfants en Occident, c'est une société très évoluée, mais les garçons disent que les femmes leur font des enfants dans le dos. C'est quand même intéressant par rapport à tout ce que j'ai dit de ce que représentait le dos. Parce que, normalement, les garçons, ils ont la possibilité, en mettant un préservatif, de ne pas avoir d'enfants s'ils n'en veulent pas, ce qui est beaucoup plus délicat pour la femme. Bon, mais apparemment, effectivement, les gens ne savent pas que quand on fait l'amour, quand on est un garçon, on risque de mettre enceinte la femme. Évidemment, si on est avec un homme, c'est moins problématique, mais avec une femme, on risque de la mettre enceinte et qu'on a les moyens, si on ne veut vraiment pas, on peut se protéger. Donc ça, c'est une incise. Mais parce que ça dénote aussi que pour les hommes, il y a des hommes, ça ne les gêne pas du tout que des femmes qui soient dans des relations extra-conjugales dans d'autres cultures, plus de femmes ont mes enfants, même si je ne m'en occupe pas, mieux ça prouve ma virilité. C'est pas, donc voilà, il y a quand même cette notion. Donc chez nous, je trouve ça intéressant, cette idée effectivement que l'enfant, non seulement ça peut être perçu comme ça, et maintenant les femmes disent « Ah là là, mon alien que j'ai dans le ventre, qu'est-ce qu'il me fait aujourd'hui ?» etc. Ils ont repris. Hein. Il y a eu des images publicitaires qui ont diffusé effectivement le ventre de la femme avec donc cette idée d'alien. Et donc en médecine, il y a aussi le fait qu'il y a des autres choses, effectivement, alors là c'est les garçons et les filles qui tendent à ne pas savoir comment se passe un accouchement. L'accouchement, c'est pas seulement quand le bébé sort du corps de sa mère. Hein. Ça, c'est toujours ce qu'on vous montre quand on fait des documentaires sur la naissance. C'est merveilleux, la femme, elle transpire. Et puis tout d'un coup, son sexe s'ouvre, mais on ne voit rien, on ne voit que la tête du bébé, donc c'est clean et tout ça. Mais après, d'abord, il y a du sang, il y a du caca. Enfin, je veux dire, c'est la façon dont on montre n'est pas du tout la réalité, qui peut être cataclysmique. Mais ce qui est dangereux pour la femme, c'est l'expulsion du placenta, parce qu'il peut y avoir une hémorragie maternelle. Et c'est ça dont a peur la sage-femme. Elle n'aime pas trop si l'enfant va mal, mais en tout cas, le risque de perdre aussi la mère, c'est quelque chose de très embêtant. Et donc, la plupart des gens ne savent pas, notamment peut-être plus les hommes, que la délivrance, c'est-à-dire l'expulsion du placenta, ça se fait dans un second temps, et que c'est important, et que de voir le placenta, c'est la chose la moins montrée. Enfin, je veux dire, c'est comme du caca, c'est vraiment les trucs... c'est quand même, à chaque naissance, il y a quand même un placenta, et ça, on a beau dire, ah oui, en Afrique, le placenta, une fois qu'il est sec, on va l'enterrer, etc. Mais alors, chez nous, on n'a pas de placenta, hein, on est vraiment clean, net, etc. Donc, je trouve ça intéressant au niveau des représentations, parce qu'il y a des points aveugles de notre culture qui sont intéressants. C'est vrai des autres cultures, mais ce qui est intéressant, c'est de les repérer, évidemment, chez nous. Donc, en médecine, il y a aussi le fait qu'il y a ce qu'on appelle des grossesses molaires qui sont des fausses, enfin, qui peuvent être des fausses grossesses et qui peuvent être des tumeurs extrêmement virulentes qui peuvent tuer la femme. Donc, il y a vraiment cette idée du lien entre tumeur et enfant, pour deux raisons. C'est que l'enfant ait donc des cellules étrangères
au sein du corps de la femme, ce n'est pas ces cellules qui se développent, que le cancer peut être vu comme des cellules à soi qui commencent à fonctionner en autonomie par rapport au corps propre et qui vont pouvoir envahir. Et par ailleurs, dans le début de la multiplication des cellules embryonnaires, le taux de multiplication est très 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 rapide, de la même façon que le taux de multiplication des cellules cancéreuses est très rapide. Donc il y a des liens qui sont établis dans les représentations médicales, c'est un fait, mais par ailleurs j'ai l'impression que ce lien a été repris également dans les, disons, est perçu par le grand public. Alors peut-être une dernière chose que je vais dire concernant justement la grossesse, c'est, et qui participera peut-être, parce qu'il y avait une question dans ce que vous me posiez sur je dirais, le plaisir, la méthodologie, le plaisir de la recherche. Donc moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut être curieux de ce que on va découvrir d'inattendu quand on fait de la recherche. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà, ils veulent faire un grand modèle théorique, ils ont le modèle théorique, ils prennent de quelqu'un qu'ils veulent modifier, ils ont le modèle, ils mettent la charrue avant les bœufs. Alors, on a tous fait ça, on a des hypothèses. Mais je trouve que quand on fait du terrain, il faut vraiment organiser ces données et ensuite les analyser, mais pas avoir le modèle pour les analyser immédiatement. Évidemment, on l'a tous fait, mais être capable de lâcher, parce que sinon on élimine ceux qui ne rentrent pas. Or, c'est en n'éliminant pas ceux qui ne rentrent pas dans le modèle qu'on pensait, et c'est bien, on a tous pensé comme ça, qu'on va découvrir tout d'un coup un truc qu'on n'avait pas du tout attendu. Alors, travaillant sur la science-fiction et sur la reproduction dans la science-fiction, on m'avait demandé de participer, on m'avait invité à participer à un colloque sur les représentations médicales, les représentations dans les œuvres de l'imaginaire. Et donc, je m'étais dit, il y a un truc que je voulais voir, parce que je ne sais pas si vous êtes friand des trucs de science-fiction, mais il y a un motif qui revenait et qui était assez récent, de mon point de vue, qui est l'implant nasal. Si vous avez vu X-Files, il y a un moment où Scully, donc la femme policière qui travaille avec son collègue, est plus ou moins abductée par des aliens. Vous savez que les aliens nous abduquent pour nous mettre dans des vaisseaux spatiaux sur lesquels ils nous font plein d'expérimentations. Et ensuite, donc, elle va saigner du nez. C'est comme ça qu'on va savoir qu'il y a un implant nasal. Et elle va être enceinte. Alors ça, c'était très intéressant. Et je m'étais dit, comme d'habitude, avant un colloque, un peu en retard, etc., c'est pas grave, je suis bien analysé les mythes, donc ce ne sera pas un problème. J'avais acheté un livre qui s'appelle The Alien and the Scalpel, l'alien et le scalpel. Je me dis, fabuleux, j'ai tous les éléments, je vais travailler sur les films qui parlent de l'abduction de femmes par des aliens et qui se retrouvent enceintes, etc. Et ça va être super. J'arrivais absolument pas. J'ai passé 24 heures sans dormir pour travailler sur ce truc. Et il m'a fallu partir sur d'autres biais. Et c'est vraiment le fait de m'être rendu compte qu'il fallait le mettre en parallèle avec justement cette perspective évolutionniste et les rapports qu'ont eu les colonisateurs avec des populations colonisées, de choses, et aussi ce qui s'est passé pendant la période nazie, où les enfants étaient un enjeu, puisqu'effectivement on connaît l'histoire des Lebensborn, donc le fait de pouvoir faire des enfants ariens par des femmes allemandes avec des soldats allemands qui éventuellement mouraient mais qui auraient eu des enfants, donc les haras ariens, qui ont bel et bien existé, et le fait qu'on a aussi abducté des enfants en Pologne, que les Allemands ont abducté des enfants en Pologne, que chez les aborigènes australiens, on a également
retirer systématiquement les enfants métis de la garde de leurs parents aborigènes afin qu'ils accèdent à un niveau un peu supérieur à ce qu'ils étaient. Ça a été tragique, donc on les a mis dans des internats qui existaient également, bien sûr, au Canada, mais aussi on les a donnés en adoption à des familles blanches. Et parfois on ne leur a pas dit d'où ils venaient. Mais aussi, au début de la colonisation de ce qui viendra les États-Unis, des populations pauvres pouvaient adopter des enfants qui venaient de familles plus riches. Or, ça a été interdit à un moment donné. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien quand même cette idée que s'il y a des mariages qui vont dans un sens hyper-hypogamie, qui a droit d'adopter qui, c'est pas très bien. Et en Israël, quand les femmes yéménites, les Yéménites sont venus, ils étaient dans des camps, ils avaient beaucoup d'enfants par rapport à la population ashkénaze. Beaucoup de familles ashkénazes avaient perdu les enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans des camps ou autrement. Et donc on prenait, on sait, il y a une commission dont les résultats sont toujours en attente d'être exposés. Les enfants un bébé d'une famille yéménite en lui disant qu'il était mort, sans lui donner le corps, et on l'avait donné à des familles. Bon. Vous savez que ça s'est fait aussi à l'époque en Argentine, à l'époque des généraux ou des enfants de personnes qui avaient été persécutées, tuées, torturées, etc., ont été donnés en adoption aux familles de généraux, comme ça s'est passé également en Espagne. Vous savez qu'il y a aussi toutes les histoires des religieuses irlandaises qui faisaient travailler des femmes qui étaient enceintes, mais qui aussi, dont les enfants ont été donnés à des familles, etc. Donc il y a une circulation des enfants. Donc le côté de kidnapper, d'abducter des enfants de certaines populations pour les donner à des populations plus riches, évidemment la servante écarlate est une façon d'exprimer aussi des choses qui ont vraiment existé sous une autre forme, typiquement dans une narration justement de science-fiction, me semble aussi quelque chose à rappeler. Et ça m'a aidé à tout d'un coup réfléchir à l'institution médicale qui a participé à ça, parce qu'on a fait aussi de l'expérimentation. Et pour pouvoir faire la pilule contraceptive, on a utilisé la population pauvre de Porto Rico, on a expérimenté la pilule contraceptive, de même que c'est vrai qu'on a stérilisé certaines populations. Je veux dire, et ça continue. Ça continue en Ouzbékistan, ça continue dans des... Donc, je veux dire, l'utilisation, la stérilisation de populations qu'on croit inférieures aux autres ou qui peuvent être conçues comme dangereuses ou dégradantes pour l'humanité est bel et bien quelque chose qui a existé. Vous savez que ça existait également dans les camps de concentration, l'expérimentation sur les femmes et la stérilisation des femmes juives ou tziganes. Donc, c'était quelque chose qui tout d'un coup était important. Deuxième élément, c'était cette histoire d'avoir quelque chose dans le nez, on saigne en haut, et on a un enfant. Donc Françoise Héritier a parlé en tant que structuraliste. Ce qui est évoqué en haut peut représenter le bas. Et donc, il y a aussi des choses qui ont été dites. Enfin, j'ai analysé dans un petit article qui s'appelle « La mythologisation du implant nasal et science-fiction », je ne me souviens plus, et le fait qu'il y a aussi l'évocation d'abus sexuels au travers effectivement du saignement du nez. C'est un saignement du bas avec des abus et une intrusion. Mais de façon plus générale, et je reprendrai si ça s'arrête avant, c'est que je me suis rendu compte que les interventions chirurgicales n'ont pas été banalisées avant l'après-Deuxième Guerre mondiale. La première occurrence de la banalisation de la chirurgie, en tout cas en Europe, parce que certainement, pour le coup, la circoncision à l'hôpital des garçons aux États-Unis, ça a été l'une de celles-là, mais il n'y avait pas que ça. C'est les amygdalectomies, c'est le fait de retirer les amygdales aux enfants, qui se faisait sans anesthésie, qui aux États-Unis ont été imposées à des femmes juives italiennes à New York,
qui se sont élevés contre ça. On allait dans les écoles, on disait que ça les rendait bêtes parce qu'ils avaient des végétations et des amygdales infectées. Et donc, on le faisait. Mais dans les hôpitaux ici aussi, ça se fait. Et puis après, ça s'est un petit peu sophistiqué avec de l'anesthésie. Mais disons que tout d'un coup, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on va commencer à naître à l'hôpital. On commencera un peu plus tard à tous mourir à l'hôpital. Mais ça n'a que 70 à 80 ans. C'est quand même très récent. Et quand vous êtes opéré, vous êtes abducté, parce qu'on vous endort, on vous met sur une table, ou parfois vous pouvez vous réveiller pendant l'intervention. Vous avez un cialytique, c'est-à-dire la description des aliens qui vous retirent dans le vaisseau spatial. Vous avez une lumière blanche qui vous aveugle, c'est extrêmement froid. Vous voyez l'intervention dans le cialytique et on vous met des tuyaux, des choses. Et ce que vous voyez des gens donc, qui ont des gros yeux. Et c'est tout, il n'y a même pas de bouche. Donc vous voyez les chirurgiens qui ont leur masque chirurgical, etc. Donc je me suis proposé de voir cette abduction d'aliens et cette problématique des implants nasales comme une mythologisation du biopouvoir avec les deux volets que proposait Michel Foucault, le contrôle sur les corps et le contrôle sur les populations. Donc ça, c'était un petit article qui clôt un petit peu mon idée sur la reproduction, les problématiques de domination. Évidemment, je n'aurai pas le temps d'évoquer les aborigènes là, je pense, mais tout ça rentre dans le cadre de mes réflexions aussi par rapport aux aborigènes et à la façon d'avoir la perspective évolutionniste qui sous-tend la façon dont on voit les autres, et en particulier les populations indigènes.